fustigeant les silences et la passivité inouïe de la communauté internationale face à l'agression rwandaise contre la RDC. Les députés nationaux sont descendus dans différentes ambassades occidentales où ils ont déposé leurs mémos. Il n'y aura pas rupture des stocks de produits de grande consommation pendant la période des festivités des fins d'année, indiquent les opérateurs économiques. Ils l'ont fait savoir lors d'une séance de travail avec le ministre de l'économie. Kasongo Mwemba Yamba sera inhumé en France, mais avant ses obsèques se tiendront à Kinshasa ce mercredi. Hier, le chef de l'État a visité la famille de son ancien porte-parole pour la réconforter. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Les obsèques de l'ancien porte-parole du chef de l'État, Kasongo Mwemba Yamba, auront lieu ce mercredi 23 novembre à Kinshasa avant le départ du corps vers la France où interviendra l'inhumation. Le président de la République s'est rendu hier à la résidence du défunt pour réconforter sa famille. Chevalier de la plume, professionnel de médias, il l'était avant d'être appelé par la nation pour servir comme porte-parole du président de la République. Tarcisse Kasongo Mwemba Yamba, décédé le samedi 12 novembre à la clinique Ngaliema, a laissé derrière lui une famille professionnelle, mais aussi biologique. Saluant sa mémoire, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé ce lundi 21 novembre à la rencontre de sa veuve, Hubertine Mbungu Mwema, et membre de sa famille biologique. Félix Tshisekedi a réconforté la famille éplorée avant de rendre hommage à cette icône de la presse congolaise. Le directeur de cabinet du président de la République, Guilain Nyembo, a signé le livre de condoléances. Pour rappel, Tarcisse Kasongo Mwemba Yamba a été porte-parole du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis avril 2019, avant sa récente nomination comme président du conseil d'administration de l'ACP au mois de septembre dernier. La ministre de Justice était à l'Assemblée nationale ce lundi 21 novembre. Rose Mutombo était auditionnée par la Commission des droits de l'homme. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment les conditions carcérales des prisonniers et le manque des magistrats dans certaines provinces. On l'écoute. Il faut relever par rapport aux conditions carcérales. Nous avons un problème sérieux en RDC puisque les différentes prisons existantes datent de l'époque coloniale et que ça n'était pas destiné à la capacité actuelle. C'est pourquoi presque dans toutes nos provinces, il y a surpeuplement. 1. La population a augmenté de taille. 2. Les taux de criminalité aussi. Ajouté à cela la pauvreté et il y a plusieurs infractions qui sont commises. Mais cela étant, au niveau du gouvernement, nous avons levé l'option de construire des nouvelles prisons et que les processus sont en cours d'appel d'offres. Cela va nous permettre de désengorger et de ne plus connaître cette situation-là. Il y a eu aussi les problèmes de manque de magistrats dans les différentes provinces et que, avec le cadre de concertation du Conseil supérieur de la magistrature, nous avons déjà échangé là-dessus. Une nouvelle cartographie de magistrats est en train de s'élaborer actuellement et qu'on va tenir compte de la représentation de magistrats dans tout le coin de la RDC. Agression rwandaise, je l'ai dit au sommaire, les députés nationaux de toutes les tendances confondues sont descendus dans différentes ambassades occidentales pour dénoncer les velléités expansionnistes du Rwanda et de l'Ouganda. Ils ont déposé leurs mémos en fustigeant le silence et la passivité inouïe de la communauté internationale, exigent l'arrêt à tout soutien du Rwanda qui ne cesse de faire couler le sang du peuple congolais. Suivez leur déclaration. En qualité d'élus légitimes du peuple congolais, les députés nationaux de l'opposition comme ceux de la majorité se sont réunis et ont fait une marche jusqu'à la représentation de la MONUSCO où ils ont déposé leur mémo en signe de protestation face à la guerre d'agression provoquée par le Rwanda et l'Ouganda. Dénonçons avec la dernière énergie
la passivité et le silence inouï des Nations Unies, l'Union africaine et toutes les organisations sous-régionales, alors que nos enfants, frères et sœurs, heurtent et meurent sans abri ni assistance. Exigeons aux Nations Unies, à l'Union africaine et aux organisations sous-régionales ce qui suit. L'arrêt de tout soutien au Rwanda, qui ne cesse de faire couler le sang des Congolais et piller les richesses de notre pays. La levée de l'ambiguïté qui pèse sur notre pays dans le processus d'acquisition des équipements et matériels militaires, conformément à la résolution 1807 de l'ONU de mars 2008. Les actions diplomatiques des parlementaires congolais vont continuer à l'intérieur comme à l'extérieur pour mener un lobby qui devra fléchir le Rwanda et l'Ouganda à pouvoir de cesser à soutenir les groupes rebelles qui écument l'Est de la République démocratique du Congo. Et toujours dans ces mêmes chapitres, au moins 1000 soldats ougandais seront bientôt déployés dans l'Est de la RDC dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est, à l'instar du Kenya. En réaction, l'Association congolaise pour l'accès à la justice dit disposer des témoignages crédibles sur l'implication de l'armée ougandaise aux côtés du M23. Georges Kapiamba, président d'ACAJ, s'oppose au déploiement de nouvelles troupes de l'UPDF en RDC. On l'écoute au téléphone de Christian Kalonji Kalobi. Mais les témoignages sont témoignages et ils sont, en plus d'être des témoignages fiables, ça veut tout simplement dire que nous les tirons de sources très fiables et lesquels témoignages démontrent clairement que les autorités ougandaises ont participé de manière directe à toutes les activités, c'est-à-dire les attaques que le M23 a menées, notamment pour conquérir la cité de Bunagana, mais aussi les autres localités, notamment Rutshuru et Kiwanja. Et selon nos sources fiables, il s'établit aussi que cette aide continue toujours à être fournie au M23 par des autorités ougandaises. Et donc, au vu de ces évidences, nous avons appelé formellement le gouvernement congolais à ne plus autoriser l'entrée des troupes ougandaises sur le territoire de la République démocratique du Congo dans le cadre de la mission conjointe des États de l'Afrique de l'Est. Le danger est certain. Est certain. Pourquoi? Parce que à partir du moment où l'Ouganda a apporté une aide indispensable au groupe M23, il se trouve déjà dans une situation de partialité, c'est-à-dire que elle a créé une situation d'hostilité vis-à-vis des intérêts de la République démocratique du Congo. Et puis dans le but de faire face à cette agression de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda, Liaou, Loando, Boussa, Bokumwana et Ikila ont appelé l'espace Grand Équateur tout entier à la mobilisation, question de répondre positivement à l'appel du chef de l'État et de soutenir inlassablement les forces armées de la RDC. Ces leaders de l'espace Grand Équateur et membres du gouvernement central ont invité les Congolais ce lundi à la mobilisation générale pour barrer la route aux ennemis de la RDC. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, les ministres d'État, de l'aménagement du territoire, les ministres du commerce extérieur, les vice-ministres du budget et celui des transports ont réuni pour cela plusieurs ressortissants du Grand Équateur à l'amphithéâtre du fleuve Congo Hôtel. Cela à l'appel à la mobilisation du chef de l'État au soutien au FARDC. Cette rencontre des ressortissants du Grand Équateur a été sanctionnée par une prise de position du collectif Grand Équateur Uni à travers une déclaration en 8 points lue par les professeurs Jacques Njoli. Notre détermination à sauvegarder et à consolider notre unité et notre souveraineté. Conscients de nos responsabilités, invitons
toute la communauté du Grand Équateur à se mobiliser comme un seul homme derrière le président de la République. Les collectifs Grand Équateur Unis attend assurer au travers le membre du gouvernement ici présent et de tous ses fils au sein des institutions la défense des intérêts stratégiques communs du Grand Équateur afin de sortir nos sœurs et frères de la précarité. Dans ces documents, les collectifs s'est engagé à soutenir toutes les initiatives du chef de l'État pour le développement de l'espace Grand Équateur. Les opérateurs économiques rassurent qu'il n'y aura pas rupture des stocks des produits de grande consommation pendant la période des festivités des fins d'année. Les importateurs des produits alimentaires, dont les surgelés, l'ont affirmé lors d'une séance de travail avec le ministre de l'économie nationale, Nicolas Kazadi. En outre, le président de la CENI a lancé le niveau 2 de la cascade de formation du personnel pour l'identification et l'enrôlement des électeurs. Plus de 1400 participants sont concernés par la présente formation préparant à l'identification et à l'enrôlement des électeurs. Dans quelques semaines, la Commission électorale nationale indépendante va lancer l'une des plus importantes opérations du processus électoral, qui est la révision du fichier électoral. C'est dans ces cadres que le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a procédé au lancement du niveau 2 de la cassade de formation du personnel commis à l'opération de la révision du fichier électoral. Cette formation que je lance ce dimanche 20 novembre 2022 à Kinshasa se déroule en même temps dans 10 provinces qui constituent la première ère opérationnelle de l'opération de révision du fichier électoral. Cette formation qui débute aujourd'hui va accorder une importance à l'utilisation des kits d'enrôlement et plusieurs exercices sont prévus durant les sessions. Cette formation va accorder une place importante à l'utilisation des kits d'enrôlement et plusieurs exercices sont prévus durant les sessions. Des sessions seront également consacrées à l'application de pré-enregistrement que les informaticiens de la CENI, appuyés par Miro System, ont développé. Sachez que ce système d'enrôlement permettra aux requérants de pouvoir se pré-enregistrer à partir des périphériques dans un téléphone, une tablette ou encore un ordinateur. Profitant de l'occasion, le président Denis Kadima Kazadi a précisé qu'après le 3e et 4e niveau de la cassade de formation, la centrale électorale va procéder au lancement de la collecte des données des électeurs dans les centres d'inscription des électeurs dans la première ère opérationnelle. Après plusieurs manifestations des protestations réclamant une administration permanente pour des personnes vivant avec handicap qui existe depuis 2019, mais avec un budget trop restreint et sans administration publique, le vice-premier ministre de la fonction publique vient de signer un arrêté sur l'administration en charge de traiter des questions de cette catégorie qui représente plus de 10% de la population congolaise. Il faut se boucher le nez quand il faut passer proche de la morgue de l'hôpital général de référence de Makala dans la commune de Selembao. C'est depuis quelques mois que les corps en état de putréfaction dégagent des odeurs insupportables. C'est une situation invivable. Habitants de la région, passagers, vendeurs, des écoliers qui sont juste à côté, c'est tout le monde qui se plaint de ces odeurs en provenance de la morgue de l'hôpital général de référence de Makala, ex-sanatorium, ce qui expose la population de nombreux problèmes de santé. Les odeurs que dégage la morgue nous dérangent énormément. On n'arrive pas à bien étudier suite à cette odeur nauséabonde qui nous envahit jusqu'aux salles des classes. Nous demandons l'aide des autorités compétentes. On demande l'aide de l'État. Ce que nous voyons de mal, c'est que notre école, notamment nos salles des classes, sont collées à la morgue des sanatoriums. On souffre sérieusement des odeurs, voire des formoles nous empêchent de bien voir et bien étudier. Nous vivons dans des conditions qui nous font mal.
L'hôpital du sanatorium a une morgue qui nous dérange par son odeur. Que les autorités nous viennent en aide. Depuis que cette situation est décriée par plus d'une personne, aucune réaction de la part de responsables de cette formation hospitalière, une situation aussi fatale pour les tuberculeux qui sont soignés dans le même hôpital. En province, les agents des services techniques de l'État de la commune rurale de Fungurume au Lualaba ont reçu le samedi des mains du bourgmestre Christian Mukoto un total de 8 motos qui leur permettront de résoudre le problème des mobilités pour le travail de terrain. C'est dans le cadre de la facilitation de la mobilité des agents de services techniques de l'État afin de maximiser les recettes fiscales que M. Christian Mukonto, bourgmestre de la commune de Fungurume, a procédé à la remise de 8 motos. Sont concernés pour ces premiers lots des engins roulants le service de l'Agripel, développement rural, affaires sociales, SPT, la formation professionnelle et la zone des santé de Fungurume. Sur un total de 12 motos, 8 ont été remises le vendredi 18 novembre dernier devant l'entrée du bureau communal. Face à ce geste, les bénéficiaires n'ont pas manqué de formuler des paroles de reconnaissance pour cette nouvelle acquisition. Quand nous remercions la commune de Fungurume pour cette dotation, je tiens à remercier le bourgmestre et son équipe d'avoir vraiment accepté à nos demandes parce que nous avions demandé à ce que les chefs puissent nous doter quand même avec des motos pour bien faire des sensibilisations. Il va sans dire que tout ceci vise à améliorer les conditions de travail des agents de l'État, selon la vision pratique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisée en province par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Pour sa part, monsieur le bourgmestre de la commune de Fungurume, Christian Mukonto, a exhorté les bénéficiaires à gérer ces équipements en toute responsabilité pour le bien de tous. Direction le Mali, où le gouvernement des transitions a annoncé l'interdiction des activités des ONG financées par la France, un pas supplémentaire dans l'escalade entre Paris et Bamako, une décision qui fait suite à l'annonce par la France de la suspension de son aide au développement. L'expulsion de l'ambassadeur français, la fin de l'opération militaire Barkhane et de nombreux actes de défiance n'ont pas été suffisants pour que le Mali apprécie son divorce d'avec la France. Le gouvernement de la transition malienne est revenu sur l'affaire dans un communiqué qui annonce donc que toutes les activités des ONG financées par la France sont désormais interdites au Mali. Étant un effet immédiat, la décision ne touche pas que les côtés finances, mais tout type de soutien français, même matériel ainsi que technique. Suivant plusieurs médias maliens, le Mali ne quémanderait pas l'aide au développement de la France et n'a aucun regret à ne plus la recevoir. C'est pourquoi les colonels Assimi Goïta et ses hommes accueillent la décision de la France de suspendre l'aide au développement en faveur du Mali avec courage, et raison pour laquelle les autorités maliennes ont dans les sens contraires montré aux yeux du monde entier que personne ne s'y attendait. Réitérant l'échec de la coopération avec la France qui a duré plusieurs années, ce divorce n'a l'air d'affecter aucun Malien. Et en Chine, au moins 36 morts dans l'incendie d'une usine dans le centre du pays. Annonce faite ce mardi par l'agence officielle Xinhua, citant les autorités locales. Le drame a été causé par une mauvaise manipulation de la part des employés de cette entreprise dans la ville d'Anyang, dans la province centrale des Henan. Les enquêtes se poursuivent. Les flammes ont dévasté ce bâtiment d'un site industriel du centre de la Chine, à 500 km de Pékin. L'incendie s'est déclaré lundi après-midi vers 16 h. Une soixantaine de pompiers ont été mobilisés et le feu a finalement été éteint vers 23 h. Au moins 38 personnes sont mortes dans la catastrophe causée par une opération de soudure électrique contraire au règlement de l'entreprise à Anyang, selon la télévision d'État CCTV. D'après les autorités, des suspects criminels ont été placés en garde à vue. Selon la base de données Tianyashan, l'entreprise Kaisinda Trading est un gros site en machines, matériaux de construction, produits chimiques non dangereux, vêtements et équipements de lutte contre les incendies. Cette catastrophe s'est produite au moment où il s'observe un record de cas de Covid-19 à Pékin. Après les premiers morts les dimanches derniers, la ville chinoise de 22 millions d'habitants a enregistré plus de 1000 cas ce mardi, un record qui a poussé les autorités locales à fermer les écoles et les restaurants. De nombreux employés font le télétravail. À l'échelle du pays, le nombre total de cas quotidiens,
cas importés inclus dépassent désormais les 28 000. La province du Guangzhou Sud et la ville de Chongqing Sud-Ouest étant le plus touchées selon les autorités sanitaires. La Chine est la dernière grande économie mondiale à appliquer une stricte politique sanitaire dite zéro Covid qui vise à tout faire pour empêcher contamination et décès. Et bien en sport, la première journée de la Coupe du Monde se poursuit ce mardi dans le groupe C. L'Argentine de Lionel Messi vient d'être battue tout à l'heure par l'Arabie Saoudite. Le Sénégal a été battu par les Pays-Bas, les temps forts de cette rencontre avec Christian Bokaya de Corée. Les champions d'Afrique ont sombré face aux Oranges des Pays-Bas. Pourtant, ils avaient des arguments solides pour prendre ne serait-ce qu'un petit point. Dans un match qu'ils ont dominé jusqu'au dernier quart d'heure, les Lions de la Teranga vont lâcher prise à la 84e minute suite à une bourde d'Edouard Mendy. Alors que les Sénégalais cherchaient à remettre le pendule à l'heure, le Pays-Bas va corser la mise sur ce ballon mal relancé par le portier de Chelsea. Je pense qu'ils sont imposés avec l'expérience. On a su que c'était un match très difficile. Commencer contre les Pays-Bas, c'était vraiment difficile. On savait que c'était une finale pour nous. C'est dommage qu'on l'ait perdu. Maintenant, il va falloir travailler parce que je pense qu'il y avait eu beaucoup de bonnes choses sur ce match-là. On a quand même perdu encore 2 joueurs importants. Ça commence à faire beaucoup avec Sadio, avec Chekou et Abdou. Mais voilà, on va continuer à travailler. On sait qu'on est une équipe jeune. Mais je pense que, comme je l'ai dit, on est une équipe. On y croira jusqu'à la fin. Donc on sait qu'on a une prochaine finale contre le Qatar. On aura tout contre le Qatar pour gagner ce match et jouer une petite finale contre l'Équateur. Un match qu'on ne sait pas gagner, on ne peut pas non plus le perdre, dit-on. Le Sénégal a raté sa sortie dans cette Coupe du Monde et devra se rattraper face aux pays organisateurs ce vendredi. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Fustigeant les silences et la passivité inouïe de la communauté internationale face à l'agression rwandaise contre la RDC, les députés nationaux sont descendus dans différentes ambassades occidentales où ils ont déposé leurs mémos. Il n'y aura pas rupture des stocks des produits de grande consommation pendant la période des festivités des fins d'année, indiquent les opérateurs économiques. Ils l'ont fait savoir lors d'une séance de travail avec le ministre de l'économie. Songo Mwemba Yamba sera inhumé en France, mais avant ses obsèques se tiendront à Kinshasa ce mercredi. Hier, le chef de l'État a visité la famille de son ancien porte-parole pour la réconforter. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et pour ce mardi, j'ai le plaisir de recevoir de l'autre côté du plateau Grâce Salambo Omponi. Bonjour, bienvenue. Bonjour Nathalie. La rencontre entre les présidents kenyans et congolais sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC fait la une des journaux parus ce mardi à Kinshasa. Tout à fait Nathalie, et à ce sujet, la Prospérité Plus rapporte que le président kenyan William Ruto a promis d'un ton franc devant la presse au sortir de l'entretien avec le président Tshisekedi de soutenir les efforts des autorités congolaises visant l'éradication des massacres et tueries dans l'Est, notamment l'agression rwandaise sous la couverture du M23, ce en vue de la restauration totale et effective de la paix en RDC conformément à l'esprit du processus de Nairobi. William Ruto et Félix Tshisekedi ont réaffirmé leur détermination de mettre fin à l'insécurité dans cette partie du territoire congolais le plus rapidement possible et de travailler la coopération bilatérale au profit des peuples de la région. Et Forum des As de préciser que s'agissant du rôle dédié aux troupes du Kenya au sein de la force régionale est-africaine sur le sol congolais, le président William Ruto répond que ces soldats sont présents dans le cadre d'un mandat d'imposition de la paix aux groupes armés récalcitrants
Et pour l'instant, Nathalie rappelle ce quotidien, seuls 2 contingents kenyans sont arrivés dans l'est de la RDC, soit près de 200 soldats sur les 900 prévus. Cependant, l'avenir estime quant à lui que, interrogé sur le mandat de troupes du Kenya, le président Ruto est resté évasif sur la question, laissant les Congolais sous leur soif. Mieux, ajoute ce quotidien, il n'a pas su contredire le commandant des troupes kenyanes au Nord Kivu qui a semblé parler de la création d'une zone tampon et le privilège accordé au dialogue politique. Il n'a pas su non plus contredire une rumeur selon laquelle les troupes kenyanes n'attaqueraient pas le Rwanda sous couvert du M23. Preuve, selon l'avenir, que les Congolais ne doivent pas compter sur ces troupes et la pression doit continuer sur la communauté internationale capable d'obliger le Rwanda à retirer ses troupes de la RDC. Par ailleurs, en dehors de la question sécuritaire dans l'est de la RDC, le journal renseigne que les présidents kenyans et congolais ont convenu de consolider leur coopération bilatérale dans le domaine de la défense, de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures et des finances. Question de faire d'une pierre deux coups. Et ces titres de CNews face à l'agression rwandaise, Boussa Liaoulo Ando Bukumwana et Kila appellent à l'unité en faisant de Félix Antoine Tshisekedi un candidat unique en 2023. Oui, Nathalie, ces leaders de l'espace Grand Équateur et membres du gouvernement central ont invité les Congolais au fleuve Congo-Tel à la mobilisation générale pour barrer la route aux ennemis de la RDC. C'est là en réponse à l'appel à la mobilisation du chef de l'État. Cette rencontre des ressortissants du Grand Équateur a été sanctionnée par une prise de position du collectif Grand Équateur uni à travers une déclaration en 8 points lue par le professeur Jacques Njoli. Dans ce document, le collectif s'est engagé à soutenir toutes les initiatives du chef de l'État pour le développement de l'espace Grand Équateur. C'est là avant de s'engager à la mobilisation pour un accueil délirant de Félix Tshisekedi dans le Grand Équateur, justement dans la perspective de la conférence des gouverneurs qui se tiendra à Mbandaka dans les tout prochains jours. Le site CNews précise que les ministres Boussa, Luando, Bokomwana, Liaou, Markekila ont apaisanti leur discours sur l'unité et la cohésion dans le Grand Équateur, une province qui a toujours fait preuve de son sens élevé de patriotisme via ses fils. Merci beaucoup, Grâce, pour tous ces détails. Merci, Nathalie. Et je ne vous ai pas vu là-bas. Vous êtes aussi du Grand Équateur, non? Peut-être je serai à la prochaine réunion. Ok. Merci, Grâce. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu.